Donc, bienvenue tout le monde. Merci d'être venu donc pour assister à cette dernière conférence d'une série de conférences virtuelles que l'UCO, en partenariat avec le réseau des chers Senghor de la francophonie, donc organise dans ce mois de la francophonie, dans ce mois consacré aux Noirs ici au Canada. Et la dernière conférence donc qu'on aura aujourd'hui sera justement prononcée par Madame Penda Mbao, qui est professeure au département d'histoire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et ministre représentante personnelle du chef de l'État du Sénégal à la francophonie. Elle fut d'ailleurs ministre au Sénégal en 2001. Madame Mbao enseigne l'histoire du Moyen-Âge musulman et occidental. Ses publications portent pour l'essentiel sur l'histoire intellectuelle dans le monde musulman, le soufisme, la problématique femme-islam, le dialogue interreligieux, les castes et la démocratie multiculturelle. Par son travail au sein de nombreuses organisations et institutions de recherche, Madame Mbao dispose d'une grande expérience dans la réflexion sur les questions de démocratie, citoyenneté et bonne gouvernance en Afrique. Engagée dans la société civile depuis plus de 20 ans, Madame Mbao a créé et dirigé un mouvement centré sur le leadership intellectuel et politique des jeunes. Elle a d'ailleurs reçu plusieurs distinctions soulignant la richesse de son travail et de son engagement. Aujourd'hui, elle va nous parler d'un sujet qui est rarement débattu dans nos espaces, c'est la place des femmes dans l'histoire des mondes noirs entre matriarcat et patriarcat. Madame Mbao donc traitera les termes du débat sur le matriarcat et la transmission des droits à travers le système matrilinéaire. Elle abordera ensuite les différents fonds d'acculturation issus de la civilisation indo-européenne par le biais des religions monothéistes et la colonisation. Enfin, dans une troisième partie, elle traitera de l'identité, des luttes des femmes et de l'ancrage des valeurs pour l'approfondissement de la démocratie à partir des années 60. Sans tarder donc, je vais laisser la parole à Madame Mbao pour nous prononcer sa conférence, au terme de laquelle nous aurons une petite période de questions. Merci à vous, Madame Mbao. Merci beaucoup, Monsieur Loum. Je remercie Madame Marie-France, Monsieur Thibault, avec qui j'ai été pendant plusieurs jours en conversation naturellement virtuelle à travers le mail. C'est énormément de plaisir que je vais essayer d'aborder le sujet, mais surtout d'échanger avec vous. Vous savez, l'intitulé même de la conférence, entre matriarcat et patriarcat, la place et le rôle des femmes noires, donc africaines, mais au-delà de l'Afrique, est un sujet vaste, complexe, mais qui se situe à trois niveaux. D'abord au niveau conceptuel, vous l'avez vous-même rappelé tout à l'heure, mais aussi à travers l'évolution historique et les différents fonds d'acculturation par lesquels les sociétés africaines se sont retrouvées en contact avec le monde extérieur, les fonds d'acculturation, principalement les religions monothéistes et la colonisation, mais aussi les différentes luttes que les femmes ont menées à travers les questions d'identité, mais aussi les valeurs, l'ancrage autour de la démocratie et comment récupérer, si vous voulez, ce fond historique et culturel sur lequel repose notre propre identité pour en faire un instrument de libération et d'émancipation de la femme. Je crois que le sujet n'est pas un sujet nouveau, mais il a été traité pendant longtemps et je me souviens à l'époque entre les penseurs marxistes-léninistes comme Majmoud Diop et Cheikh Anta Diop, nous étions très jeunes à l'époque, il y a eu des débats de fond sur le sujet concernant justement la libération de la femme qui était considérée par les marxistes-léninistes comme une contradiction secondaire, tandis que quelqu'un comme Cheikh Anta Diop, un penseur nationaliste, il estimait que la femme était au centre de l'unité culturelle africaine
mais au-delà de l'unité culturelle africaine, de la question de l'identité et sur quoi nous devons bâtir les sociétés africaines. Et je crois que c'est dans les années 60 que Cheikh Anta a publié un ouvrage extrêmement important sur l'unité culturelle de l'Afrique noire, domaine du patriarcat et du matriarcat depuis l'Antiquité classique. Et il affirme que les sociétés africaines étaient essentiellement matriarcales et que ce sont les religions monothéistes d'une part et la colonisation européenne d'autre part qui ont perturbé une organisation sociale dans laquelle la femme détenait une place centrale, sinon plus importante que celle de l'homme. Et c'est la thèse principale de Cheikh Anta, et c'est sur cette thèse qu'il a bâti non seulement l'unité culturelle, mais ce qui fait la différence entre l'Afrique noire, les peuples noirs, et le reste du monde. Naturellement, Cheikh Anta s'était engagé à travers ce débat en reprenant toutes les thèses de quelqu'un comme Bachofen, qui a été le premier d'ailleurs à évoquer cette question de matriarcat. Mais il n'y a pas seulement que le concept de matriarcat, il y a des concepts comme matrilocalité, comme matrilinéaire, parce que matriarcat et matrilinéaire sont relativement différents, ce n'est pas le même concept, bien qu'on ait tendance à les considérer comme étant interdépendants, mais ça ne revêtit pas la même signification. Alors, Cheikh Anta a essayé d'expliquer où est-ce qu'on en est avec justement le terme de matriarcat. Nous, historiens, nous pensons qu'il faut remonter au néolithique. Le néolithique, c'est 4000 ans avant Jésus-Christ. Pourquoi le néolithique? Et c'est ça qui fait la différence entre l'Afrique, où la société repose sur le matriarcat, et les sociétés indo-européennes, principalement la société occidentale et la société asiatique, parce que c'est le même fond culturel, la société indo-européenne, fondée sur le patriarcat. Donc, pendant le néolithique, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la première fois que la femme africaine a décidé de se sédentariser autour de la famille, la cellule familiale, qui est essentielle dans la conception même du matriarcat, de se sédentariser, mais pas seulement se sédentariser, elle a été la première à avoir découvert l'agriculture en semant la graine, ce qui fait que ces notions sont totalement liées, que ce soit le matriarcat, l'agriculture et la sédentarisation, mais aussi Afrique mère. Et les poètes comme David Diop et tant d'autres l'ont beaucoup chanté. Donc, un système qui remonterait au néolithique, et le matriarcat est lui-même, il apparaît chez les penseurs européens, sa paternité, je l'ai déjà dit, est souvent liée à Jacob Bachofen. Et la définition est retenue académiquement jusqu'à récemment. On peut noter par exemple que le matriarcat mais aussi on fait état d'un phénomène intéressant, même une définition académique intègre le fait que la notion est loin d'être concevable dans les sociétés patriarcales, et au contraire, elle est tournée en dérision. Et il y a eu beaucoup de débats, et je sais que les féministes africaines ont beaucoup débattu du concept. Et je pense à ma sœur Fatou Sow, par exemple, qui estime qu'il n'y a pas de société fondée sur le matriarcat. Le matriarcat, beaucoup ont pensé que c'était une illusion. Moi, personnellement, j'ai un autre point de vue, une illusion, et qu'il fallait absolument parler de système de transmission des droits à travers ce système qu'on appelle matrilinéaire. Et que le matriarcat en tant que tel, un matriarcat, n'existait pas. D'autres ont pensé que le matriarcat renvoie à une société primitive et que cette société primitive va évoluer vers une société patriarcale, et c'est le patriarcat qui serait au-dessus d'une société à base sur la base de matriarcat. C'est quoi le matriarcat? En général, c'est lorsqu'un homme quitte sa famille pour se retrouver dans la famille de la femme. À partir de ce moment, on a une base sur le matriarcat. Tandis que dans les sociétés patrilinéaires, la femme est absolument dépendante de l'homme et qu'elle n'a pas cette autonomie, alors que dans nos sociétés, la femme qui est à l'origine de l'agriculture, de la sédentarisation, reste le pilier de la famille. Et ce n'est pas seulement
au niveau de la famille, que la femme va jouer ce rôle essentiel. L'homme, je ne dis pas qu'il va être dépendant, mais les relations sont plus ou moins équilibrées. Et il y a dans tous les mythes fondateurs en Afrique, que ce soit les mythes de création de villes, de villages, de la société, dans les religions non monothéistes, les religions africaines, la femme est centrale dans ces religions. C'est pourquoi on parle justement dans ces mythes de la figure de la femme tutélaire. Et si on croit, par exemple, le Sénégal dans les sociétés, toutes les villes anciennes, actuelles, ont été fondées par des femmes. Peut-être Ndiaga en sait quelque chose. On va parler de Mbosso Koumba Djigen à Kaolack, on va parler de Mam Koumba Bang, parce que le savoir religieux traditionnel se situe entre les mains de la femme, essentiellement. C'est la femme qui transmet le savoir à l'enfant. C'est la femme... Excusez-moi, une minute. J'ai oublié. C'est la femme, excusez-moi, c'est la femme qui transmet essentiellement le pouvoir religieux. C'est elle qui est à la base, si vous voulez, de tout ce qu'on peut considérer comme forme de pratique, mais forme de contrôle du savoir ancien. Et c'est exactement ce qu'il faut retenir de ces. Par exemple, quand on prend les Sérères, l'ethnie d'origine du président Senghor, on parle des chers Senghor. Les Sérères, le panthéon sérère, il y a une figure dans ce panthéon sérère qu'on appelle Rogue. Rogue est le dieu des Sérères. Mais Rogue, c'est une figure androgyne. Il est à la fois femme, Rogo Ndeu, femme. Il est homme, Rogo Ngor, Rogue, femme. Donc, c'est vrai pour toutes les sociétés africaines. Tout est lié. La religion ancienne, la découverte de l'agriculture, l'utilisation, la place de la femme dans la famille, à telle enseigne qu'il est extrêmement difficile de penser la société africaine sans la femme. Mais il n'y a pas que cette question. Parce que ce qui va rester essentiellement de ce matriarcat, nous allons le voir à travers un système de transmission des droits. Les droits fondés sur un système matrilinéaire. Si vous voulez, tous les royaumes, ou toutes les royautés en Afrique, non seulement ont eu comme base les femmes, parce que c'est à partir de la cellule familiale qu'on va former la société politique, où le pouvoir politique va être concentré, tous les pouvoirs vont être transmis à travers la femme, que ce soit la mère, ou à travers le frère de la femme qui est l'oncle. Et c'est vrai pour ici les sociétés africaines, sénégalaises, c'est vrai pour les sociétés de l'Ouest africaine de façon générale, et même les sociétés d'Afrique centrale, et je pourrais citer énormément d'exemples. Par exemple, chez nous au Sénégal, c'est à partir du 15e siècle qu'on a eu les premiers royaumes qui ont été formés ici en Afrique avec le royaume du Jolof. Si vous êtes intéressé par la formation du royaume du Jolof, je vous renvoie au livre de Jean Bouleg qui s'intitule Le Grand Jolof et qui est paru chez Karkala il y a plusieurs années, qui est extrêmement intéressant et qui montre un peu la formation des structures, si vous voulez, royales ici au Sénégal. Et qu'est-ce qui s'est passé avec, justement, c'est que la transmission du pouvoir s'est faite essentiellement à travers la mère. Il faut appartenir à la famille Fall dans le Cayor pour pouvoir accéder, par sa mère, pour pouvoir accéder au pouvoir. C'est le même principe qu'on trouve chez les Ashanti. Par exemple, les Ashanti, en Côte d'Ivoire, on les trouve en Côte d'Ivoire, mais particulièrement au Ghana. Pour être Ashanti-aîné, pour accéder à Ashanti-aîné, il faut appartenir à une lignée sur le plan matériel. C'est la même chose que nous retrouvons chez les Bamileke dans le Cameroun. Mais pas seulement chez les Bamileke, mais toute l'Afrique, si vous voulez, se structure autour de la transmission des droits par la mère. Et j'aime beaucoup le livre de Pathé Diagne sur le pouvoir traditionnel africain, où il dit, en parlant du Sine, que c'est un bâton maternel qui a tracé le Sine. Ça veut dire que l'empire du Sine, du Saloum, existe, c'est parce que simplement, c'est à partir de la femme que cet empire a été créé. Et c'est valable pour la plupart de ces sociétés africaines. Et qu'est-ce qui s'est
passé par rapport à l'évolution historique? Je n'aurai pas peut-être beaucoup de temps pour tout développer, mais je dirais que les premiers contacts avec le monde extérieur, surtout en Afrique de l'Ouest et principalement dans cette région qu'on appelle Sénégal, qui n'existait pas à l'époque, c'était à travers l'islam qui pénètre dans nos sociétés à partir du commerce transsaharien dans le nord, en suivant les oasis du Touat, la Tripolitaine à l'époque, donc l'actuelle Libye, ou le sud de la Tunisie, pour venir pénétrer en passant par les populations touareg et s'installer dans la première région du nord du Sénégal, le Tekrour. Déjà au 8e siècle, l'islam était arrivé au Tekrour. Et c'est le premier fonds d'acculturation avec lequel nous sommes en contact depuis au moins le 8e siècle. Et qu'est-ce qui s'est passé à travers l'islam? Il faut remonter peut-être aux sources arabes pour vous en rendre compte. Quelqu'un comme Al-Bakri, qui a écrit au 11e siècle sur l'empire des Almoravides, dit dans son texte, en parlant justement des Berbères, ce sont des peuples, et c'est la même chose qu'on trouve chez les Berbères, que ce soit chez les Berbères en Afrique du Nord ou les Berbères dans le centre. Il dit, ces peuples sont des peuples étranges. Ils transmettent le pouvoir ou l'héritage à travers la mer, parce qu'ils disent, et c'est écrit dans Kitab al-Mazalik, Malik al-Absar, donc le livre des routiers de Al-Bakri, il dit que c'est à travers la mer qu'on peut transmettre, parce qu'on est sûr d'être la mère de son enfant, mais on n'est pas sûr de connaître le père de l'enfant. Donc, rien que la mère dans nos sociétés, on le voit même aujourd'hui, l'enfant appartient essentiellement à la mère. Donc, le premier fond d'acculturation, c'est l'islam. Et l'islamisation, à partir du 8e siècle, va rester au niveau des classes supérieures, les commerçants, les oulémas, ceux qui exercent le pouvoir. Et essentiellement, il ne deviendra pas un islam populaire. Il faudra attendre le 19e siècle pratiquement, et peut-être même un peu avant avec la traite négrière, mais le 19e surtout avec la pénétration coloniale. Mais au fur et à mesure qu'on étudie les sources et les textes, on voit la femme disparaître dans les textes, parce que nous sommes en présence d'une islamisation de plus en plus approfondie de nos sociétés, et les femmes disparaissent. On les mentionne, par exemple, dans les tarikhs de Tombouctou du 17e, 18e siècle, qu'à travers leurs relations et les stratégies matrimoniales. Ça veut dire que l'islam, plus l'islamisation est poussée, plus on voit la femme céder du terrain, mais pas complètement. Et le deuxième fond d'acculturation qui nous reviendra de l'indo-européen, c'est le fond avec la colonisation. J'y reviendrai parce que je vais m'arrêter un peu au 17e et 18e siècle. Nous avons des résistances chez les femmes. Je citerai, par exemple, comme par mémoire, la reine Matamba, la reine de l'Angola Nzinga, par exemple, qui a résisté, ou les reines malgaches qui ont résisté face à la pénétration coloniale. Mais pourquoi 17e, pourquoi 18e siècle essentiellement? C'est la période de la traite négrière, où les femmes, contrairement à ce qu'on peut penser, elles vont jouer un rôle dans la traite négrière, ce qui donnera naissance à des femmes entrepreneurs dans ce Sénégal, particulièrement dans les grandes villes que seront Gorée, Rufisque, Gorée et Saint-Louis particulièrement, avec des femmes entrepreneurs. C'est le rôle des signeurs qui relève beaucoup plus de la figure forte de la femme africaine que de la pénétration coloniale. Elles vont résister, elles deviendront des femmes d'affaires, elles vont s'enrichir et représenter énormément pendant cette traite négrière. On le voit, par exemple, Katilouleb à Gorée, où elles sont là et elles contribuent à l'essor justement de cette traite. Le 17e, le 18e siècle, on voit les premiers changements intervenir dans la position de la femme par rapport au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on commence à accumuler des richesses, la traite négrière se développe et on voit les premières entités politiques se développer sur les côtes africaines au Sénégal, ici avec le royaume du Cayor, les Ashanti, comment dirais-je, en Côte d'Ivoire, où la reine Pokou sera la reine qui va occuper le devant de la scène. Mais ce qui est intéressant à partir de ce moment, pour la première fois, avec les richesses, on voit intervenir les hommes et l'héritage va être contrôlé dans ces entités politiques par les hommes et non plus les femmes, parce que simplement la richesse commence à être importante.
va être une donnée importante. Et la pénétration coloniale va contribuer beaucoup à faire reculer les femmes dans le pouvoir en faisant quoi? En introduisant l'école. Ce sont les hommes qui vont aller à l'école principalement. En introduisant les cultures industrielles comme le café, le cacao, l'arachide, avec les coopératives qui seront créées essentiellement pour les hommes. Et la différence commence à se faire à partir de là, en donnant plus de pouvoir économique aux hommes, le savoir moderne, et ils vont être entraînés au maniement des outils, à la différence des femmes qui vont contribuer à travailler la terre dans les cultures traditionnelles anciennes. Et ça, c'est un tournant aussi important pour les femmes. Ça ne veut pas dire que les femmes vont disparaître de l'espace public ou de la chaîne, ou qu'elles vont perdre leur position dans la société. Au contraire, cette position dans la société sera utilisée par les femmes pour résister à travers justement différentes choses et différentes, si vous voulez, stratégies. Donc, jusqu'au 19e siècle, on va voir des changements intervenir à travers l'islam, le christianisme, qui a précédé un peu la colonisation et qui continue à accompagner la colonisation. Mais la colonisation, le système colonial va être un tournant décisif et le patriarcat, le schéma du patriarcat va s'imposer à partir de maintenant dans nos sociétés. Et c'est ça le véritable problème. Comment arriver? Et là où la pensée de Cheikh Anta est une pensée fondamentale parce qu'elle va permettre à la femme de développer toute une structure, en tout cas les femmes intellectuelles, même si elles ne sont pas encore nombreuses, parce que les premières femmes à entrer à l'université, ici à l'université de Dakar, il faudra attendre 1960 pour voir les premières femmes entrer à l'université de Dakar. Mais avant cela, toutes les femmes qui ont été à l'école et parfois arrivent difficilement à l'université, ou si elles s'en vont à l'école, elles vont reproduire exactement les mêmes rôles que les rôles qu'elles jouaient dans la famille, c'est-à-dire elles vont dans la société être des sages-femmes, le rôle de l'éducation, la naissance, les matrones dans la société traditionnelle, ou devenir simplement des institutrices, comme je l'ai dit. Et c'est ça qu'on va voir, et les tendances vont se changer petit à petit à partir de 1960. Mais, je vais dire rapidement ce que la femme africaine aussi a pu faire pendant cette période, depuis la traite négrière jusqu'à la période coloniale. Elle a joué un rôle de premier plan dans les résistances face à la pénétration coloniale. Et même face à l'islam. Et j'y reviendrai tout à l'heure très rapidement. Face à la pénétration coloniale, parce que simplement, les femmes vont être des résistantes. Et dans beaucoup de royaumes anciens, les femmes vont jouer les premiers rôles. Même si au cours de l'histoire, elles ont été effacées petit à petit de la mémoire collective de l'histoire. L'histoire a tendance à valoriser le rôle des femmes, le rôle des hommes au détriment de celui des femmes. Pourtant, on a connu des résistantes. Elles sont nombreuses. Sarah Winia du Niger, mais on a fait un film extraordinaire sur elle. On aura ici au Sénégal, face aux morts et aux colonisateurs, les reines du Waalo, Ndiambot Mbodj et sa sœur Nateyalla, 19e siècle, qui vont jouer un rôle de premier plan. Et même pendant cette période, les femmes vont s'immoler par le feu pour ne pas être prises comme prisonnières, esclaves par les morts. Et c'est ce qu'on appelle le Talatender, le mardi d'Ender. Lorsque les femmes se sont immolées dans une case par le feu, elles sont mortes et ça continue à alimenter aujourd'hui la mémoire collective ici au Sénégal. Je sais que j'ai quelques collègues qui veulent changer par exemple la journée du 8 mars en utilisant le 7 mars parce que c'est le jour où les femmes sénégalaises se sont immolées par le feu, par résistance. On peut trouver d'autres résistantes. On l'a vu, la reine Poko, on l'a vu avec Yenenga au Burkina Faso, les femmes d'Afrique centrale, de Madagascar, elles ont été des reines à la tête. Même ici, dans le Bawol, Ngone Latir Diop, Ngone Latir. Mais avant Ngone dans le Baol, a dirigé les troupes de son père pour faire face, justement, pour résister.
Donc, les femmes ont joué un rôle de premier plan dans la résistance, même pendant la lutte coloniale. L'anticoloniale, elles ont été justement à l'intérieur, elles ont joué beaucoup de rôles pour pouvoir contrer le système colonial, même si la colonisation s'est beaucoup appuyée sur les femmes en utilisant leurs organisations, leurs mbootaay pour pouvoir pénétrer la société. Donc, c'est extrêmement important, tout ce qui s'est passé, et la plus grande résistante ici au Sénégal pendant la période coloniale reste encore justement Aline Sitoé Diatta, qui a été déportée là-bas en Tombouctou, et je sais mon mari qui a été longtemps le directeur des archives, c'est lui qui a été envoyé pour rechercher, si vous voulez, le tombeau d'Aline Sitoé Diatta, qui a été enterré avec les Amalistes là-bas à Tombouctou. Donc, nous avons beaucoup de femmes résistantes parce que c'est lié au rôle qu'elles ont eu à jouer à travers l'histoire depuis la période néolithique, basée sur le matriarcat, avec l'introduction du patriarcat qui va changer, mais la résistance va prendre d'autres voies en Afrique. Pourquoi les femmes vont continuer à résister? Et c'est cela où c'est intéressant, parce qu'à partir de la période coloniale, on va faire face et l'identité, la question identitaire deviendra une question fondamentale, justement. Et à partir de ce moment, le matriarcat qui a rencontré et même disputé les différentes sociétés humaines par endroit, ils se sont superposés, matriarcat et patriarcat se sont superposés, et la présence comme institution sociale de base atteste de la profonde identité culturelle de l'Afrique. Et voilà comment Cheikh Anta conclut ça, parce que pour nous, c'est important. Le matriarcat n'est pas le triomphe absolu et cynique de la femme sur l'homme. C'est un dualisme harmonieux, une association acceptée par les deux sexes pour mieux bâtir une société sédentaire où chacun s'épanouit pleinement en se livrant à l'activité qui est la plus conforme à sa nature physiologique. Un régime matriarcal, loin d'être imposé à l'homme par des circonstances indépendantes de sa volonté, est accepté et défendu par lui. Alors la question qu'on se pose, pourquoi les hommes en Afrique ne soutiendraient-ils pas les luttes des femmes? Pourquoi les hommes en Afrique devraient-ils être éloignés des luttes des femmes? Pourquoi la femme africaine, qui était au cœur de l'identité culturelle africaine, devrait-elle s'éclipser pour laisser d'autres schémas qui n'ont absolument rien à voir avec notre propre histoire, justement, se développer, juste à expliquer. Et c'est là où l'identité me paraît fondamentale par rapport à la figure de la femme. Elle doit s'approprier justement toute cette histoire et cette vision idéologique pour pouvoir, de mon point de vue, bâtir une société nouvelle. Alors, 1960, là, je parle vraiment très vite, nos États deviennent indépendants les uns après les autres. Et comme le Sénégal est un pays, il faut le dire, qui a développé toute une vision intellectualiste depuis présence africaine avec des gens comme Cheikh Anta, comme Senghor, le Sénégal doit apporter des réponses à ces questions cruciales. Et je dis que les marxistes, eux, ils n'y accordaient pas une importance parce qu'ils estimaient, comme Majmoud Diop et tant d'autres, que c'était une contradiction secondaire qu'il fallait régler la question de l'indépendance. Mais régler l'indépendance sans un fond culturel, est-ce possible? Sans un fondement, sans les fondements idéologiques, était-il possible? Et c'est là, même si les femmes n'étaient pas encore, ne constituaient pas une masse critique à l'intérieur du mouvement intellectuel, leur position dans la société sera déterminante pour apporter les changements. 1960, nous sommes indépendants. Et dans un pays comme le Sénégal, le président Senghor va créer ce qu'on appelle le comité des options. Comité des options autour, présidé par le président du conseil Mamadou Dia, avec des figures comme Kéba Mbaye et tant d'autres. Et ce comité va faire le tour du monde musulman essentiellement pour voir comment créer et mettre sur pied un code de la famille. Et le code de la famille, il n'y avait pas comme objectif uniquement de faire évoluer la femme. Le code de la famille avait entre objectifs l'unification de la citoyenneté, parce que vous savez, on passerait de repousser à l'autre, la société était divisée en deux types de Sénégalais et d'Africains. Il y avait ceux qui appartenaient aux quatre communes, les citoyens français, et ceux qui étaient des sujets français. Et il fallait arriver à
même si Lamine Gueye a combattu justement le système de l'indigénat, il fallait arriver à une sorte, si vous voulez, d'unité sur le plan de la citoyenneté, premièrement. Deuxièmement, Senghor avait entre autres objectifs aussi l'unification de la loi. Parce que la loi, il y avait plusieurs types de lois qui se superposaient. Il y avait la loi moderne d'essence napoléonienne, on avait la loi coutumière et la loi, si vous voulez, fondée sur la charia, qui intervenait énormément dans le domaine de la famille, des relations interfamiliales. Et le Code de la famille avait comme objectif d'unifier toutes ces lois, de donner la citoyenneté à tous les Sénégalais, mais surtout de promouvoir le statut de la femme. C'est à partir de ce moment, et ce code sera pensé, réfléchi de 1960 à 1972 parce qu'il ne sera voté qu'en 1972 et promulgué en 1963. Et c'est à partir de Senghor qu'on a connu ce qu'on appelle le féminisme d'État. Ce féminisme d'État qui avait comme objectif d'abord de promouvoir le code de la famille, d'intégrer la femme dans le développement économique et d'alléger les travaux ménagers de la femme et de pousser la jeune fille à aller à l'école et de rester à l'école. Ça, c'était les objectifs très limités, si vous voulez, à partir de 1960. 1976, on va créer le premier secrétariat d'État à la condition féminine. Et au Sénégal, avec, si vous voulez, ce qui se passe sur le plan international, les femmes vont s'organiser pour la première fois, elles vont s'organiser autour de leur identité, leur travail, les femmes secrétaires, les femmes infirmières, etc., et créer la première fédération des associations féminines sous la houlette de Mme Annette Mbaye-Derneville, qui vient encore, et qui a accompagné cette fédération, a accompagné, si vous voulez, le secrétariat d'État à la condition. Mais les véritables débats féministes vont apparaître déjà à partir de 1968 avec les néo-féministes comme Marie-Angélique qui va sortir. Et c'est là où la femme intellectuelle va jouer un rôle de premier plan avec la création de la FARD plus tard à côté du Codesria. Et on va commencer à élaborer une pensée féministe pour libérer la femme, mais aussi lui restituer sa position dans l'histoire à travers le matriarcat. Moi, personnellement, comme je suis spécialiste en histoire, j'étais un peu affectée dans la réflexion autour du féminisme en islam. Une autre fois, je pourrais expliquer ce que c'est que le féminisme en islam, mais d'essayer de montrer que l'islam ne peut pas constituer un handicap, on ne peut pas l'utiliser pour limiter, si vous voulez, ce que l'histoire a donné à la femme africaine, mais aussi ses capacités et son rôle dans la société. Donc, on a développé à partir des années les plus intéressantes, vont être le tournant des années 80, les politiques d'ajustement structurel, où les femmes vont commencer à sortir des revues, leur pouvoir, et à partir de ce moment, nous allons assister à un travail extrêmement important que les femmes vont mener pour libérer la femme en tant que telle. Et c'est à partir de là, les politiques d'ajustement structurel, 1960, jusqu'à là, les femmes vont jouer un rôle secondaire. Mais à partir de 80, les politiques d'ajustement structurel, elles vont être à la base de ce que nous appelons le secteur informel. Et c'est ce secteur informel qui va assurer l'équilibre dans la société et permettre à la femme de continuer à travailler et à soutenir la famille et à redevenir ce qu'on appelle le potomitan de cette famille, parce que sans elle, on n'aurait pas justement cet équilibre dans la société. Donc, 1980, les politiques d'ajustement structurel. À partir de ce moment, les politiques d'ajustement structurel, les femmes vont s'organiser de différentes manières parce qu'on commence à avoir des femmes intellectuelles, des femmes de très haut niveau, et on va bâtir justement ce rôle de la femme et reprendre toute cette pensée de Cheikh Anta sur le développement, sur le matriarcat, mais aussi les questions identitaires. Et ce n'est que maintenant, à partir de là, qu'on va parler véritablement, et les différentes conférences internationales sur les femmes, la femme africaine qui va prendre ses distances par rapport, par exemple, au féminisme du monde occidental en disant que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Par exemple, le féminisme du monde occidental avec des questions comme l'avortement, maintenant, ce sont devenues des questions de débat dans nos pays. Mais pendant cette période des années 80-90, ce qui importait à la femme, c'était l'accès
aux soins de santé, la santé de la reproduction, comment contrôler son corps en tant que tel, comment retrouver sa position dans la société. Et c'est là où aussi on voit tout un discours rétrograde, islamiste, je ne parle pas, qui va se développer pour chercher à reléguer la femme au second plan et à la maintenir à l'intérieur de la sphère privée. Moi-même, pendant cette période, j'ai dirigé le Gender Institute de Kodatia, la femme entre sphère privée et sphère publique. Et c'est à partir de ce moment où les luttes vont cesser d'être des revendications, tout simplement autour des questions de santé, des questions d'éducation, mais vont devenir des revendications politiques. Et tout le débat sur le renouveau politique dans les années 90 s'est fait essentiellement autour de la femme. C'est parce que la femme a contrôlé le débat politique que l'alternance a été possible en 2000 ici au Sénégal. Et c'est vrai, ça a été un moment extrêmement fort et toute une élaboration d'idées. Et les hommes se sont sentis, je disais la dernière fois, à l'ancien ministre Nioro Ndiaye qui a eu à piloter la conférence de la femme ici à Dakar, qu'elle a perdu son poste justement de ministre en 80, pour la conférence africaine préparant le sommet de Beijing, parce que les hommes avaient pris peur avec l'arrivée massive des femmes et leur participation et leur niveau de réflexion. Et ça avait vraiment fait peur aux hommes. Et c'est ce qui lui avait fait perdre son poste de ministre. Donc, je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes. Je peux continuer? Vous pouvez encore continuer pendant 5 minutes. On va utiliser les 15 dernières minutes pour les questions. D'accord. Donc, à partir de ce moment, ils ont pris peur avec les femmes en se disant, avec ces femmes qui sont venues de partout en Afrique, des femmes comme Winnie Mandela, qui sont venues, des princesses. Et nous, les hommes, nous allons perdre le pouvoir. Et c'est vrai qu'ils avaient pris peur. Et c'est là où encore on va instrumentaliser l'islam. Et des gens comme Fatima Erdissi, qui avaient déjà beaucoup réfléchi sur la question, j'aime beaucoup le harem politique, le prophète et les femmes, pour essayer de dire que l'islam, en aucun cas, ne saurait être un frein à la revendication politique de la femme. Pendant ce temps, Cheikh Anta nous a laissé des armes en nous disant, vous n'avez pas besoin justement d'aller chercher ailleurs des arguments parce que la base de votre société vous donne suffisamment d'arguments pour pouvoir revendiquer votre place dans la société. Et c'est ça, c'est-à-dire, il y a une sorte de flux contradictoire, de flux de pensée contradictoire sur la femme africaine pour pouvoir justement contrôler ce qui est sa position. Alors, je vais vous expliquer un phénomène. Comment cette schizophrénie se manifeste à travers notre société. Je vais prendre 2 exemples. Malgré l'islamisation très ancienne d'un pays comme le Sénégal et de notre société, la femme continue à jouer un rôle de premier plan, y compris dans la sphère des conflits religieuses. Et l'exemple le plus intéressant est celui de Mame Diarra Bousso. On vient de sortir de la célébration de sa naissance, du Magal de Mame Diarra Bousso. Parce que l'exemple que je donne souvent, c'est de dire, si vous sortez dans les rues du Sénégal, vous demandez à n'importe quel Sénégalais qui est la mère de Mame Diarra Bousso, tout le monde connaît la mère de Mame Diarra Bousso. De Serigne Touba, c'est Mame Diarra Bousso. Mais qui est le père de Serigne Touba? Très peu de gens vous répondront que c'est Mame Mor Anta Sali. Parce que simplement, toute la vision de Cheikh Ahmadou Bamba est construite autour de sa mère et ça nous renvoie à l'Afrique traditionnelle, aux sociétés traditionnelles où même le contrôle du pouvoir religieux se faisait essentiellement par la femme. Ça, c'est le premier exemple que je donne. Le deuxième exemple que je donne, c'est cette perception qui nous renvoie à une sorte de schizophrénie concernant l'enfant dans la société. Vous savez, dans le système polygamique, la mère est essentiellement responsable de son enfant au détriment du père. Et le père qui est là, qui est totalement dépossédé parfois, il vit, et ça participe aussi de la crise de la masculinité, il vit une situation, il n'a pas tellement de prise sur son enfant. L'enfant, essentiellement, et le contrôle est contrôlé par sa mère. Et celui qui a dans la société traditionnelle un impact sur l'enfant, c'est essentiellement l'oncle maternel. Et ça, c'est une survivance
du système matrilinéaire. Donc, vous voyez en quoi cette lutte entre matriarcat et patriarcat influence même la vie quotidienne, y compris la vie familiale, parce que d'abord, la polygamie facilite beaucoup les choses aux hommes, parce qu'une fois que la polygamie est là, les hommes sont, en tout cas ici, en train simplement de laisser leurs responsabilités face à la femme. Alors, que faut-il retenir de tout cela? Moi, je pense que tout le travail qui a été fait par les intellectuels, comme Cheikh Anta et tant d'autres, nous invite à une réflexion, comment reprendre et nous approprier justement notre vécu, mais seulement notre vécu, mais notre héritage sur le plan culturel. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas bâtir, à mon avis, une émancipation de la femme africaine sans tenir compte de ce que Cheikh Anta a fait comme travail concernant l'unité culturelle. Que ce soit les femmes dans les représentations religieuses, que ce soit les femmes au sein de la société économique, parce que si elle a eu à développer l'agriculture, c'est parce qu'elle avait la base et le fondement même de la nourriture et de la famille. Et aussi l'éducation. L'éducation appartient essentiellement à la femme. Et nous avons tendance à perdre tout cela, la femme centrale, l'unité de mesure de la base de la société dans la famille. On a tendance à oublier tout cela et la parité tant chantée aujourd'hui, cette parité, je l'ai dit tout à l'heure avec la citation de Senghor, n'est pas une nouveauté en Afrique parce que la parité, l'équilibre dans la société entre hommes et femmes relève justement de notre propre histoire. Donc, que faut-il faire? De mon point de vue, il faut reconnaître que les cultures initialement matriarcales en Afrique attribuent aux femmes le rôle de formation personnelle et intellectuelle des enfants ainsi que des jeunes. La femme est première responsable des enfants, elle joue le rôle de tutrice comme modèle pour la société. Et ça, c'est contraire, par exemple, à l'islam, où même la femme a besoin d'un tuteur, même si elle est majeure. La grand-mère, je me souviens d'une de nos amies sud-africaines qui était une grande intellectuelle sud-africaine musulmane et d'origine indienne. Quand elle allait à la Mecque, elle était obligée de se faire accompagner par son petit-fils. Donc, nous devons reprendre, si vous voulez, nous rapproprier notre propre histoire, mais aussi écrire notre histoire, surtout sur le rôle des femmes, et étudier comment le patriarcat inversé a essayé d'inverser les sociétés matriarcales et ce que sont les formes de résistance que nous utilisons pour conserver notre modèle. Je pense que cela me paraît important. Et les femmes, ici, et ça aussi, ça a été, peut-être ça peut faire l'objet d'une discussion, elles ont été une force fécondatrice et génitrice. J'entends toujours les féministes dire, pourquoi nous imposer quelque chose par rapport à notre ventre? Nous devons conserver notre ventre. Et le pouvoir de notre ventre doit dépendre essentiellement de nous, les femmes. Donc, aujourd'hui, on a des débats sur l'excision, sur l'avortement médicalisé, contrairement aux religions révélées, sur, par exemple, la limitation, la planification familiale dans les années 90 avait fait l'objet de plusieurs débats. Et par exemple, nous devons reprendre tous ces débats et montrer que ces débats ne font qu'entrer dans la droite ligne de ce que notre histoire nous a laissé tomber. Entre les 19e et 21e siècles, les femmes se sont affirmées et s'affirment toujours comme des acteurs économiques incontournables dont l'action complémentaire permet le maintien, voire même l'essor des économies de sociétés entières. J'avoue que sans les femmes, la crise économique aurait emporté beaucoup de sociétés en Afrique. Le statut des femmes et leur implication dans la chose publique n'est plus à démontrer, ni à revendiquer. C'est une réalité. Aujourd'hui, dans un pays comme le Sénégal, je le regrette, nous n'avons pas le pouvoir, nous restons une minorité. C'est valable pour beaucoup de sociétés africaines. Mais même avec ça, on nomme des femmes premières ministres sous la pression des femmes. Ça ne dure pas, on ne leur donne pas le pouvoir. Elles sont instrumentalisées à l'intérieur des partis politiques, mais elles sont très conscientes de leur rôle. Savez-vous pourquoi elles n'arrivent pas à avoir cette autonomie de penser sur le plan politique? C'est parce qu'elles n'ont pas les moyens économiques simplement. Je termine en disant que
il est essentiel de rappeler qu'à l'origine, le prestige des femmes ne résulte pas véritablement de leurs activités, de leur apport non monétaire diversifié à ces sociétés. Ces apports sont essentiels. Les femmes, on dit qu'elles sont gardiennes de la tradition, mais elles sont dans les sociétés précapitalistes. Les femmes ne se contentent pas seulement d'assurer la subsistance du couple familial, elles étaient bel et bien un élément stabilisateur de la société entière, notamment parce qu'elles permettaient la rencontre et la réunion des différents clans au travers du mariage et maintiennent ainsi un certain équilibre, voire une paix. Sans les femmes aussi, il ne peut pas y avoir de paix en Afrique. Et c'est vrai, si vous voyez le génocide au Rwanda, aujourd'hui la situation du Sahel, partout, ce ne sont pas les femmes qui sont à l'origine de toutes ces formes de déstabilisation. Mais pour se maintenir la société, elles ont intérêt. J'ai été frappée, je termine vraiment par ça, j'ai gardé le journal dans les années 90, lorsqu'on était en plein dans le génocide du Rwanda. J'avais lu une histoire qui m'avait bouleversée. Un homme, sa femme et leurs enfants. Et quand les génocidaires sont arrivés, l'homme s'est enfui et a laissé la femme avec les enfants. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas s'enfuir et laisser ses enfants. Elle est allée se réfugier dans une église et l'homme finalement a été attrapé par les génocidaires qui l'ont exécuté et la femme a pu échapper et vivre avec ses enfants et elle avait fait ce témoignage. Et ça, c'est ça l'Afrique. La femme, elle, ses enfants, la stabilité, la paix. Et sans elle, il sera illusoire de sortir ce continent des différentes crises et des crises multiformes qu'elle connaît. Voilà, ramassé parce que le sujet est vaste, quelques idées autour desquelles nous pourrons discuter si vous le souhaitez. Merci. Merci beaucoup, Madame Bao. J'imagine que si ce n'était pas la plateforme virtuelle, vous auriez reçu des applaudissements tant la conférence a été enflammée, nous enflamme tous. Donc, je vais demander à ceux et celles qui veulent intervenir de poser leurs questions via la section conversée. Mais s'il y en a qui veulent directement prendre la parole, ils peuvent juste actionner la main, donc qui est dans le système, et on leur donnera la parole. Je vois déjà que Madame Annick Garneau veut prendre la parole. Annick, allez-y. Non, je voulais simplement remercier. C'est tout. Désolée. Merci Annick. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une d'autre qui veut intervenir, poser une question ou un commentaire? Je vois qu'il y a deux participants qui ont la main levée. Madame Julie Parent d'abord et ensuite Madame Marie-Laure Dior. Julie Parent. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation qui comme génère beaucoup d'émotions contradictoires de notre côté. On est comme, oui, les femmes, on voit le rôle primordial et central qu'elles ont eu en Afrique sur le développement de la civilisation. En même temps, c'est comme choquant de voir comment que ça s'est inversé au fil du temps, tout ça. Puis on dirait, c'est plus une réflexion qu'une question là, que j'ai à partager, mais on dirait que les femmes sont comme dans une position perdante, parce que si à la fois ils sont super importantes dans la civilisation, mais que si ils essaient de reprendre trop le pouvoir, ben là on tombe dans le stéréotype de la matriarche, de la femme saphir. Là, il y a eu comme deux stéréotypes, là, la Jézabel, la saphir, là, ça tombe de ce pôle-là dans un stéréotype qui est hyper perçu négativement. Donc, c'est ça c'est les réflexions que ça évoque chez moi, là. Voilà. Merci Julie. Penda, on va prendre toutes les questions comme ça, vous allez répondre de façon un peu ramassée, ça nous permettra de rationaliser le timing si ça vous convient. Marie-Laure. Merci Ndiaga, tu nous obliges à être très court. On va d'abord remercier Madame Beau pour cette belle présentation qui nous encense dans nos appartenances africaines et sénégalaises. Alors je vais essayer d'être brève. Vous êtes peut-être au fait des débats sociaux actuellement au Québec, donc en lien avec les appartenances culturelles des personnes issues de l'immigration et qui inquiètent la société haute. Bon, personnellement, en tant que chercheur, je crois beaucoup au rapprochement interculturel, puis là, vous venez de nous faire vraiment
la présentation comme quoi des luttes communes dans différentes sociétés peuvent être un pont pour construire la société québécoise dans laquelle nous vivons actuellement. Donc, autrement, ma question serait que nous apprennent vos travaux sur un pont qui peut unir, par exemple, le matriarcat qui a fondé la société africaine et les luttes qui ont été menées par les femmes québécoises, donc qui permettraient de bâtir une nouvelle société où tout le monde, finalement, serait dans un bon vivre ensemble. J'ose espérer m'être fait comprendre. Merci Marie-Laure. On voit donc, Penda, vous êtes en train de bien noter les questions. Hein? Donc, je vais continuer avec Aïssatou Ndoye. Aïssatou. Aïssatou, est-ce que vous m'entendez? Aïssatou? Je pense qu'Aïssatou doit avoir un problème avec les micros. On reviendra vers elle. Khady Ngom. Oui, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Loum. Merci, Madame Bow. Je m'appelle Khady Ngom. Je suis sénégalaise aussi. Et bravo pour la présentation. Ma question, c'est super intéressant. Ma question est comment faire pour rééquilibrer les rapports de pouvoir entre hommes et femmes dans un contexte africain. Ou bien, ça pourrait être, par exemple, des pistes de solutions ou des pistes de réflexion. Je suis féministe, je me considère comme féministe en tant que telle, mais quand on voit, par exemple, le contexte sénégalais ou Afrique de l'Ouest de manière générale, se définir comme féministe est synonyme de revanche ou de lutte contre les hommes. Donc, je ne sais pas comment vous voyez, parce que vous avez vécu, vous avez évolué depuis toutes ces années, vous avez vu les différentes luttes qui se sont opérées et les demandes qui se font présentement. Donc, j'aimerais savoir comment, en tant que jeune génération qui veut travailler dans ce sens-là, comment on peut arriver à... Est-ce qu'il y a même de l'optimisme entre rééquilibrer les rapports entre hommes et femmes? Merci beaucoup. Penda, vous pouvez y aller déjà. On va prendre après les autres questions. Oui, les questions, c'est très, très intéressant. Toutes les trois ont posé le débat en tant que tel. Les problèmes que vous vivez dans les pays du Nord sont des problèmes que nous vivons aussi d'une autre manière. Vous savez, le monde actuel, c'est un monde interconnecté où nous avons exactement les mêmes flux de pensée, de réflexion et d'idées. L'extrême droite, par exemple, existe dans les pays développés, particulièrement dans les pays occidentaux, mais on retrouve d'autres formes d'extrême droite chez nous qui se manifestent d'une autre manière et avec les mêmes objectifs. Et à chaque fois que ces idées rétrogrades se développent, ces idées rétrogrades se développent souvent au détriment de la femme, premièrement. Deuxièmement, on utilise les mêmes idées, si vous voulez, pour contrôler à la fois les femmes, parce qu'en général, elles sont considérées comme étant à l'origine d'un désordre social, même si les gens n'osent pas toujours aller de l'avant. Les débats étaient plus riches, plus intéressants dans les années 80-90, parce que là-bas, même le discours islamiste était un discours structuré autour d'idées. Nous avions affaire à ce discours islamiste. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le cas aujourd'hui, il n'y a même pas de pensée structurée autour de ces islamistes-là. Alors, il y a un véritable problème qui se pose. Moi, je pense que l'interculturalité ici aussi, on a développé toute une série de réflexions sur le vivre ensemble. Parce que chacun espère éliminer l'autre en pensant en temps de crise qu'il va s'en sortir. Il faut éliminer l'autre. C'est lui qui m'empêche d'accéder aux ressources, au travail. Et c'est l'autre. La question de l'altérité aujourd'hui est devenue une question centrale dans les rapports humains. Alors, comment faire? Je pense qu'on ne peut pas y échapper. Il faut bâtir des sociétés
égalitaires, des sociétés centrées sur la justice, parce qu'elle est fondamentale, mais aussi le fait de restituer à chacun sa place et son rôle dans la société. On ne peut pas développer des sociétés qui sont basées sur l'injustice et vouloir créer un équilibre. Ce n'est pas vrai. Moi, je me suis réclamée du féminisme. Un féminisme ici, et j'ai fait l'objet, peut-être je ne peux pas faire le tour ici de tout ce que j'ai vécu. En tout cas, il y a un texte, je l'ai écrit dans Academic Freedom au Conesrea. Vous allez voir dans les années 80-90, tous les jours, je faisais la une des journaux. J'avais maille à partir avec les islamistes. J'étais traitée de tous les noms d'oiseaux. J'étais même Salman Rushdie. Mais ça n'a pas empêché de continuer à faire mon travail. Parce que le travail, il faut le bâtir sur une argumentation intellectuelle solide, connaître les racines du mal, connaître l'histoire et pouvoir développer. Moi, je crois que c'est à partir du savoir simplement que je me suis fait respecter dans la société, d'une société où il était question de caste, où on éliminait les gens d'une manière ou d'une autre. J'étais célibataire, pas mariée, il fallait éliminer Mais ce qui m'a permis de survivre dans cette société, c'est le savoir intellectuel et le savoir parfois que les hommes eux-mêmes n'osent pas aller chercher, parce que je vais chercher dans les textes les plus anciens, les plus difficiles, je vais lire en arabe, et c'est ça qui m'a sauvée. Et je pense que ce qui va sauver la femme de façon globale, c'est son accès au savoir. Je connaissais bien les Charanta, je connaissais Senghor, je discutais avec Charanta, je discutais avec tous ces gens-là, mais je crois que je me faisais respecter uniquement parce que tout était basé sur un argumentaire intellectuel et pas autre chose. Je crois que ça, la recherche féministe, elle est fondamentale, et sans le savoir intellectuel, il est illusoire de pouvoir faire face à des sociétés aussi rétrogrades que nos sociétés actuelles. Et comment y arriver? Comment arriver à vivre ensemble? Moi, je pense qu'il faudra faire de telle sorte que toutes les barrières tombent. Et tant que les barrières ne tomberont pas, tant que l'autre ne sera pas accepté, je pense qu'il sera difficile d'aller. Et l'égalité, la question de l'égalité me paraît une question fondamentale, une question centrale au rendez-vous du donner et du recevoir, comme le disait le président Senghor. Donc, nous devons nous battre. Et si j'ai un conseil vraiment à donner, c'est l'accès au savoir qui permet l'émancipation de façon globale. La question de Julie, je ne l'avais pas très bien saisie, mais est-ce que vous pouvez me résumer sa question très rapidement? Julie? Ou si c'était une contribution? Oui, c'était plus une contribution. Ouais. Julie parlait de relations perdant-perdant. Je crois que c'était une contribution. Mais sinon, pour moi, l'interculturalité se fonde essentiellement sur le fait de bâtir une justice, le fait d'argumenter sur le plan intellectuel et de maîtriser l'évolution de l'histoire. Parce qu'avec l'histoire, on peut déconstruire énormément de schémas. Vous voulez, on va prendre une dernière question, celle de Aïssatou qui n'était pas là, et puis après, on va demander à Madame Bao de conclure. Aïssatou, est-ce que vous êtes revenue? Oui, bonjour tout le monde. Je suis désolée, tout à l'heure, j'ai eu des problèmes de micro. Donc déjà, je remercie beaucoup Madame Bao pour sa belle présentation et à vous aussi, l'équipe de l'UCO. Donc, moi, ma question à Madame Penda, c'est... vous parlez beaucoup de matriarcat, vous parlez beaucoup de patriarcat, mais quelle est votre définition à vous du féminisme tel qu'il se pratique, ou en tout cas tel que vous le voyez aujourd'hui en 2022? Ça, c'est la question que j'ai. Puis, si je peux me permettre également, parfois, est-ce que vous ne pensez pas que les femmes s'auto-ostracisent ou s'auto-excluent de la société? Parce qu'on voit parfois au Sénégal, en tout cas moi je suis sénégalaise, et je pense aussi dans d'autres sociétés africaines, juste à notre façon d'éduquer nos enfants, nos filles, nos garçons. Parfois on leur inculque des valeurs qui sont un petit peu contraires au féminisme, ou en tout cas à l'idée que nous avons du féminisme. Fait que parfois je me demande, est-ce que nous-mêmes nous ne sommes pas responsables de notre ostracisation de la société? Voilà, c'était tout pour moi et merci. Merci Aïssatou. Penda?
Votre Il y a micro. une autre demande, Ben Marega. Oui, Ben, on va enchaîner avec mon micro la dernière est question. ouvert. Ben, oui, Ben. Oui, merci. Je vais être très rapide. Merci, professeur Pendambo, pour cette belle présentation. Alors moi, je vais dire, souvent on voit le combat du féminisme comme un combat de femmes. Alors moi, je suis un homme, je mesure mes mots, mais je me conçois comme féministe aussi. Et je pense que ce serait intéressant de vous entendre sur qu'est-ce que les hommes doivent faire ou quelle est notre part dans ce combat pour une égalité homme-femme, qui est un combat féministe, mais aussi comme homme et humaniste, je pense qu'on doit faire quelque chose dans ce combat. Donc, est-ce que c'est l'écoute? Qu'est-ce que c'est? Je voudrais vraiment vous entendre sur ça. Merci. Ça va être donc la dernière question. Je peux? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Loum. Alors, il a touché Ben Marega le vrai problème. Le féminisme est un humanisme. On ne peut pas être féministe si on n'est pas humaniste. C'est-à-dire replacer l'individu, l'être humain au cœur de tout me paraît fondamental et c'est ça la première définition du féminisme. Le féminisme, c'est d'abord être féministe, c'est d'abord être juste. Être féministe, c'est restituer à la femme ce que l'histoire lui a donné. L'être féministe, même quand on prend les religions monothéistes, j'ai passé mon temps, ma vie à étudier les religions. Que ce soit l'islam, le christianisme. Vous savez, c'est au cours de l'histoire qu'on a gommé les femmes, qu'on les a exclues. Mais durant toute l'histoire, les femmes ont joué un rôle de premier plan, y compris dans les religions monothéistes. Par exemple, je connais une dame, j'ai participé à une table ronde avec elle à Bruxelles il y a plusieurs années. Elle a écrit un ouvrage qui s'intitule Madame Gange, Jésus et les femmes. Mais Jésus était entouré de femmes, Marie-Madeleine, toutes ces femmes qui l'ont reconnu. Et Jésus même avait un rapport particulier avec les femmes. On prend l'islam. L'une des personnes ayant une sourate entière dans le Coran, en fait, c'est Marie, mère de Jésus, Suratul Mariam. Vous prenez la deuxième sourate ou la troisième sourate, Surat al-Nisa. Surat al-Nisa, c'est la 4e sur les femmes. Mais la deuxième, Al-Ali al-Imran, la famille de Imran, consacrée à la famille de Marie, exactement, c'est Marie qui est la figure centrale dans cette sourate. Ça veut dire, et même dans l'histoire, historiquement, dans l'histoire de l'islam, mais Khadija, s'il n'y avait pas Khadija, qui aurait protégé le prophète quand l'ange est venu pour la première fois? Et même, on peut aller plus loin quand on dit, par exemple, dans l'islam, que par exemple, le témoignage d'un homme vaut le témoignage de deux femmes. Je dis, mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire de tous ces hadiths qui nous sont parvenus grâce à Aïcha, qui est une femme? L'essentiel des hadiths dans l'islam est le fait des femmes. Et quand le prophète est décédé et qu'on a eu le premier calife de l'islam, qu'on appelle Abou Bakr, a eu à réunir le Coran tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, ce Coran a été gardé par une femme qui était la fille de Omar, qu'on appelle Hafsa, et qui a gardé ce Coran et qui l'a sauvé, qui l'a gardé. Et quand on a assassiné le calife Ousmane, le premier assassinat politique de toute l'histoire de l'humanité, c'est une femme, une des épouses du prophète qui s'est levée, qui les a menacés, sinon ils n'allaient pas l'enterrer. Donc on prend dans l'histoire, la connaissance de l'histoire nous permet de déconstruire beaucoup d'idées reçues. Pendant le Moyen-Âge européen, on a eu énormément de choses qu'on doit avoir, mais et jusqu'à présent, il y a des moments où les femmes se sont substituées à l'homme pour régler surtout les situations de crise. Moi, je pense que le féminisme doit reposer sur un savoir et une argumentation intellectuelle de premier plan. C'est ce qui nous a sauvés dans ce pays-là. Ensuite, être féministe, les hommes, mais Cheikh Anta est un homme, et c'est celui qui nous donne le plus d'arguments pour bâtir et construire la société africaine ancienne et traditionnelle. Cheikh Anta est une femme, est un homme. Et il n'y a pas que lui, tous les intellectuels africains qui ont eu à contribuer pour l'indépendance de l'Afrique
ont reconnu aussi le rôle et la place d'âme. C'est que intellectuellement, comme les femmes ont été les moins instruites et les moins engagées dans les débats pendant une période de notre histoire, on a tendance à les reléguer au second plan. Mais il y a des femmes qui ont joué un rôle. Là, on commence à produire beaucoup d'ouvrages sur l'histoire des femmes en Afrique noire, mais il y a énormément. La première femme, peut-être une des premières personnalités africaines à se retrouver au Conseil de sécurité était une africaine guinéenne. Vous voyez? Donc, il y a énormément de choses que nous devons faire. Et c'est peut-être là où nous n'avons pas suffisamment travaillé. Parce que les premiers panafricanistes qui ont eu à travailler au niveau des États-Unis, comme les Blyden et autres, ils se sont liés aux intellectuels africains pour bâtir toute une pensée autonome autour, justement, du panafricanisme, autour de gens comme Alioune Diop, mais aussi comme Kwame Nkrumah et tant d'autres. Par contre, ce qui nous manque, et c'est pas assez, il y a des travaux qui sont faits, c'est comment mettre ensemble peut-être vous, la jeune génération, pouvez le faire, mettre ensemble les femmes africaines, américaines de la diaspora et les femmes intellectuelles issues du continent pour bâtir toute une pensée qui va permettre à ces femmes de se libérer. Il y a des choses qui sont faites, mais on n'a pas ce mouvement de libération de la femme autour, justement, de l'identité noire, ici et ailleurs, pour nous permettre, justement, de peser véritablement. Et c'est possible. Il faut relire des gens comme Toni Morrison et tant d'autres pour y arriver. Et je pense que vous, la jeune génération, vous pouvez faire ce travail-là. Et encore pour moi, le féminisme, c'est ce qui va rééquilibrer les sociétés africaines et c'est ce qui va permettre à l'Afrique aussi de connaître véritablement son indépendance et son émancipation. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se joue sur le continent aujourd'hui, c'est pensées souverainistes et autres, c'est essentiellement la question de l'indépendance des sociétés africaines qui se joue actuellement. Et là, on ne peut pas y aller sans les femmes, de mon point de vue. Et ma regard, rassurez-vous, vous pouvez être un grand féministe. Sembène Ousmane, c'est l'un des plus grands féministes du continent. Vous ne pouvez pas voir un livre de Sembène Ousmane ou un film de Sembène Ousmane où la femme ne joue pas un rôle central. Je lui disais, Sembène, si jamais tu mets à l'écran les bouts de bois de Dieu, moi je joue des toutis gratuitement pour toi. Mais il me disait que lui, il ne parlait qu'à certaines femmes qui étaient d'un certain niveau intellectuel, parce qu'il faut que les femmes travaillent leur intellectualité. Il avait raison. Moi, je pense que si nous ne nous formons pas, Cheikh Anta disait, armez-vous de science jusqu'aux dents. Si nous ne nous formons pas intellectuellement, nous les femmes, nous ne pourrons pas imposer nos points de vue et rallier à notre cause un certain nombre d'hommes, comme Ben Marek. Voilà, et Ndiagaloum, j'espère. C'est garanti. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Bao. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses qui auraient pu être dites, mais le timing qui nous est accordé est restreint. Ce que je peux garantir à toute l'assistance, c'est qu'il y a un grand événement de la chaire Senghor, qui célèbre les 10 ans de la chaire, qui a été inauguré par Abdou Diouf, alors secrétaire général de la francophonie. Cet événement a été reporté à cause de la COVID et nous allons réorganiser, donc reprogrammer cet événement physiquement cette fois et je peux vous garantir que Madame Bao sera l'une des invitées et va pouvoir donc poursuivre les réflexions sur cette question très, 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 très intéressante. Professeur Loum, est-ce que je peux dire un tout petit mot? Olive, je vais me faire taper sur les doigts par les organisateurs Guy et Marie. Juste dire merci, c'est pas plus que ça. Allez, merci Olive. Pour la présentation. Vas-y, Olive, oui. C'est tout, je l'ai dit. Merci. Oh, merci. Merci, Olive. Donc, merci tout le monde d'avoir assisté donc, à cette conférence qui met fin donc, à la série de conférences virtuelles. Encore une fois, merci beaucoup, Madame. Comme je vous dis, on comptera sur votre présence physiquement dans les murs de l'UCO très bientôt. On poursuit donc la réflexion autour. À très bientôt. Merci beaucoup. C'était un plaisir, en tout cas pour moi, d'avoir partagé ce moment avec vous. Voilà.